On parle d'inégalité de longueur des membres inférieurs ou anisomélie lorsque les deux membres inférieurs n'ont pas exactement la même longueur. Elle demeure un sujet très controversé, notamment en ce qui a trait à son importance, sa classification et surtout à ses hypothétiques effets. Cette différence de longueur est parfois minime, inférieure à 1 cm, d'une appréciation clinique très discutable et elle est le plus souvent essentielle. À l'opposé, une inégalité importante des membres inférieurs impose la recherche d'une étiologie précise et nécessite une thérapeutique qui peut être majeure et longue. Il y a 3 questions successives à se poser devant une inégalité de longueur des membres. La première question, c'est quelle est l'importance de cette inégalité? La deuxième question, c'est quelle est la cause de cette inégalité? Et la troisième question, c'est quel est le pronostic et quel traitement possible pour cette inégalité? Donc on va répondre à la première question, c'est pour voir l'importance de cette inégalité. Donc on va mesurer l'inégalité de longueur. La mesure se fait cliniquement et radiologiquement, bien sûr. Alors l'examen clinique, chez le patient en position debout, en plus de la boiterie et de la recherche des signes pubertaires chez l'enfant en pleine croissance, la symétrie est appréciée par l'utilisation de planchettes ou de cales d'épaisseur croissante placées sous le pied du membre le plus court, jusqu'à obtention d'une horizontalisation du bassin marquée par l'horizontalisation des épines iliaques. Chez le patient couché, c'est la mesure entre l'épine iliaque antéro-supérieure et la malléole interne de chaque membre à l'aide d'un mètre ruban et on va comparer la longueur des 2 segments. Ne pas oublier la recherche de la déviation de l'axe occipital grâce au fil à plan, qui reste un excellent mode d'appréciation, surtout de l'asymétrie de répartition des contraintes causées par cette inégalité. Donc on a schématisé, donc voilà le sujet en position debout, on place des planchettes sur le pied jusqu'à horizontalisation du bassin et après on va mesurer la hauteur de ces cales et on aura une idée sur le degré de cette inégalité. En position couchée, en décubitus ventral, genou fléchi à 90 degrés, on va comparer les 2 segments et voir le problème siège est-ce au niveau du segment fémoral ou du segment tibial et on va quantifier l'importance de cette inégalité. Donc après le bilan clinique, il faut demander un examen radiologique. Premier examen, c'est la télémétrie numérisée ou la téléradiographie numérisée ou la scaniométrie. De préférence, elle est faite en position debout de face et les genoux, il faut qu'ils soient bien tendus. Les 2 membres inférieurs en entier sont radiographiés en position debout et il faut que la plaque soit proche du patient et le tube éloigné pour diminuer l'agrandissement radiologique au maximum. 3 clichés sont obtenus, un au niveau de la hanche, un au niveau du genou et un au niveau de la cheville. Donc après avoir fait notre examen clinique et notre examen radiologique, donc on aura une idée sur le degré d'inégalité et on va classer cette inégalité en 3 classes. Une inégalité modérée, c'est quand la différence de longueur elle est entre 1 et 2 cm. L'inégalité elle est moyenne quand l'inégalité elle est entre 3 et 5 cm. Et l'inégalité elle est sévère quand l'inégalité elle est plus de 6 cm. Donc en plus de la téléradiographie, chez l'enfant en pleine croissance, ça pose problème. Et il faut compléter le bilan radiologique, c'est surtout pour l'âge osseux. Donc on demande une radiographie de la main gauche et du coude face et de profil, une radiographie du bassin, c'est l'indice de Risser, qui est un indice de maturité osseuse de fin de croissance et non un indicateur d'âge osseux. Donc le test de Risser, c'est un indice de maturité osseuse et non pas un indicateur d'âge osseux. Ne pas oublier la radiographie du rachis lumbosacré de face et de profil pour voir surtout les retentissements de cette inégalité et pour la recherche d'une éventuelle scoliose du rachis. Alors avant de continuer notre démarche diagnostique, quelques rappels élémentaires, il faut les connaître, surtout quand il s'agit d'un enfant en pleine croissance. Alors il faut savoir, comme vous le savez tous, l'âge osseux est différent de l'âge chronologique. Et l'âge osseux, il est calculé sur une radiographie de face de la main gauche et des radiographies du coude, face et de profil.
Il faut savoir que le sésamoïde du pouce, sur la radiographie de la main gauche, apparaît à 11 ans d'âge osseux chez la fille et à 13 ans d'âge osseux chez le garçon. C'est le début de la puberté. L'ossification secondaire de la crête iliaque, le test de Risser, commence à 13 ans d'âge osseux chez la fille et de 15 ans d'âge osseux chez le garçon. C'est le Risser 1. C'est le début de l'adolescence. Donc la puberté commence à 11 ans d'âge osseux chez la fille et à 13 ans d'âge osseux pour le garçon. Il faut savoir qu'à partir de 13 ans d'âge osseux chez la fille et de 15 ans d'âge osseux chez le garçon, la croissance des membres inférieurs, qui jusque-là était de 4 cm en moyenne par an, commence à s'effondrer. Et selon Green, la croissance des filles s'arrête à 14 ans et la croissance des garçons s'arrête à 16 ans. Donc c'est des paramètres qu'il faut connaître avant d'entamer tout traitement. Un deuxième point, il faut prendre en considération le potentiel de croissance des cartilages de conjugaison et savoir chaque type de cartilage de croissance, son potentiel de croissance. Et il faut savoir que le genou représente 65% de la croissance en longueur des membres inférieurs. Et on dit que la croissance, elle est proche du genou et loin du coude. Pour l'extrémité inférieure des fémurs, elle représente 70% de la croissance du segment fémoral. Et elle est responsable de 25 cm de longueur. L'extrémité supérieure du tibia représente 57% du développement du segment tibial. Et elle est responsable de 15 cm de longueur. L'extrémité supérieure du fémur, 30%, et l'extrémité inférieure du tibia, 43%. Autre rappel, chez l'enfant en pleine croissance, il faut toujours se poser deux questions. Premièrement, quel est le rythme de croissance de cet enfant et quelle est la croissance résiduelle de cet enfant? Premièrement, le rythme de croissance. Donc, la croissance chez un enfant passe par 3 phases. Entre 0 et 5 ans, la croissance elle est dite rapide. La taille double. Et elle est au dépend de la taille assise et de la taille des membres inférieurs. Entre 5 et 10 ans, la croissance est douce. Elle est de 5 cm par an, mais les 2/3 se font au niveau des membres inférieurs. Après 11 ans, c'est la puberté. Donc pour le garçon, il reste 30 cm à grandir, donc que le tiers au niveau du membre inférieur. Et chez la fille, il reste 24 cm à grandir, dont le tiers est au niveau du membre inférieur. Pour la croissance résiduelle, il y a plusieurs méthodes, plusieurs courbes, mais il faut retenir surtout les courbes, en particulier de Green et Anderson, et il y a même des méthodes informatiques et sur smartphone qu'on peut calculer la croissance résiduelle de l'enfant. Donc, on a connu ces rappels anatomiques qui sont primordiaux. On va continuer notre démarche diagnostique en parlant des étiologies de cette inégalité de longueur des membres inférieurs. Donc, on ne parle pas des causes fonctionnelles, mais de causes structurales. Donc, il faut différencier une inégalité de longueur d'origine fonctionnelle et une inégalité de longueur de membre structurelle, c'est-à-dire liée à un problème de la croissance osseuse. Et on ne va pas reprendre aussi la liste exhaustive des étiologies des affections, soit congénitales, infectieuses, paralytiques, neurologiques ou tumorales responsables des troubles de la croissance osseuse, mais nous allons un petit peu insister sur les étiologies traumatiques. Alors, les principales étiologies susceptibles d'être rencontrées sont, premièrement, les séquelles traumatiques, les fractures diaphysaires mal réduites, les traumatismes épiphysaires, cartilage de croissance, deuxièmement, les inégalités consécutives à une intervention chirurgicale, pose d'une prothèse totale, arthrodèse du genou. Troisièmement, les affections articulaires, luxation congénitale de la hanche, épiphysiologie de la hanche, coxarthrose. Quatrièmement, les maladies neurologiques marquées par les séquelles de la poliomyélite. Cinquièmement, les séquelles infectieuses, c'est la tuberculose ostéoarticulaire de la hanche ou du genou et l'ostéomyélite. Sixièmement, les malformations congénitales osseuses ou vasculaires, elles sont nombreuses. Je citerai quelques-unes, l'hémimylie, l'hémihypertrophie, l'hémiatrophie, l'hypoplasie essentielle, les malformations vasculaires, elles sont nombreuses. Et il y a d'autres. Alors, on a posé le diagnostic, on a connu l'étiologie, donc il faut faire un bilan final de cette inégalité de longueur des membres inférieurs.
Tout d'abord, il faut examiner tout l'appareil locomoteur chez tout patient ou enfant avec une inégalité de longueur des membres inférieurs. Examen des fonctions musculaires, un testing musculaire s'impose, sans oublier l'examen neurologique et un examen vasculaire. Bilan de la mobilité primordiale et de la stabilité articulaire. Mesure des différents segments fémoral et tibial. Chez l'enfant en particulier, il faut une évaluation de l'âge osseux et de l'âge chronologique, l'âge civil. Préciser la différence de longueur actuelle et à maturité osseuse. Prendre comme repère l'étape de Green et Anderson. Et calcul du pourcentage d'inégalité entre côté long et côté court. Calcul final de la taille à maturité osseuse. Il y a plusieurs méthodes, et même des logiciels, des applications smartphones, je l'ai dit. Et enfin, évaluer le degré de sévérité de cette inégalité. Donc, on va faire pas un traitement, mais une démarche thérapeutique. Devant une inégalité de longueur de membre inférieure chez un enfant en croissance surtout, le choix d'un programme thérapeutique dépend principalement du degré d'inégalité, de l'étiologie et de la prévision de l'inégalité finale à maturité osseuse. Chez l'adulte, la question est plus simple. Le traitement dépend de l'étiologie et du degré de l'inégalité. Chez l'enfant, la prise en charge des inégalités de longueur des membres inférieurs reste difficile. Et surtout, elle doit être mûrement réfléchie. Pas de protocole standard, parce qu'on a des inégalités qui peuvent être régulières, irrégulières, temporaires, anarchiques. Donc, et on va se concentrer sur des inégalités de longueur de membre inférieur post-traumatiques à pourcentage d'inégalité constant. Donc, les inégalités de longueur des membres inférieurs post-traumatiques sont régulières. Le pourcentage, il est constant. Elles sont les séquelles des complications d'une fracture. Elles peuvent être aussi liées à une stimulation des cartilages de croissance sous-jacente et sous-jacente à la fracture pendant une période seulement de 18 mois. Puis elles stoppent leur évolution. Le meilleur exemple, c'est la fracture de la diaphyse fémorale chez l'enfant. Stimulation du cartilage articulaire sus- et sous-fracturaire. Alors, quels sont les moyens thérapeutiques? Il y a les méthodes orthopédiques. Ça va de la semelle de compensation jusqu'à porter des orthèses. Les méthodes chirurgicales. On a les allongements et les raccourcissements extemporanés. Deuxième moyen, on a les épiphysiodèses. Et troisième moyen, on a les allongements progressifs. La conduite à tenir devant une réelle inégalité de longueur des membres inférieurs peut être schématisée de la façon suivante. Si l'inégalité est inférieure à 1 cm, aucun traitement. Si l'inégalité elle est entre 1 et 2 cm, compensée par une talonnette postérieure. Au-delà de 2 cm, le chirurgien orthopédiste pourra décider d'une intervention qui consiste soit à allonger le membre court, soit à raccourcir le membre long, sain. Chez l'enfant, il faut surtout se baser sur l'IRMI prédite à maturité osseuse et non pas sur l'inégalité le jour de la consultation. Le chirurgien ralentira la croissance du membre le plus long en réalisant une épiphysiodèse. La méthode la plus commune chez l'adulte ou chez l'enfant lorsqu'il s'agit d'une inégalité sévère, c'est procéder à un allongement graduel du segment court. Calcul de l'âge d'opération. Quand est-ce qu'il faut opérer? Un allongement osseux peut se réaliser à n'importe quel âge. Si l'allongement est réalisé à maturité squelettique, seule l'inégalité actuelle doit être corrigée. Si l'allongement est réalisé avant la maturité squelettique, il faut corriger l'inégalité prédite à maturité. Et le choix thérapeutique est en fonction du degré de l'inégalité et de l'âge osseux. On va parler des épiphysiodèses. Donc pendant la croissance, après avoir établi le pronostic de la taille adulte, on freine le côté le plus long. Et la question doit être discutée pour des raisons psychologiques
avec le patient et sa famille, notamment lorsque le pronostic de la taille définitive se situe en dessous de la moyenne. La date d'épiphysiodèse. À l'âge de la puberté, c'est le moment idéal. Et elle reste en fonction de la croissance résiduelle. Passer un ICR de 1, après les premières règles chez la fille, l'épiphysiodèse, c'est trop tard. Il faut savoir qu'à l'âge de 11 à 12 ans d'âge osseux chez la fille, la croissance résiduelle du genou, elle est de 25 à 45 mm. Et 13 à 14 ans d'âge osseux chez le garçon, la croissance résiduelle du genou, elle est de 22 à 49 mm. Si on n'a pas de pronostic fiable sur la croissance résiduelle, il vaut mieux attendre et procéder à un allongement. Donc on a schématisé la date idéale ou le moment idéal, l'intervalle idéal de l'épiphysiodèse, c'est entre 11 et 13 ans. Après 13 ans, il vaut mieux penser à distraire que procéder à une épiphysiodèse. C'est le RICER 1. Alors, quels sont les moyens qu'on utilise d'ostéosynthèse? Donc, soit le curetage percutané, soit on met des agrafes de Blount, soit les vissages en croix de Métézo, soit les techniques de Fémistère. Quelques schémas, voilà, d'épiphysiodèse. Alors, deuxième méthode, c'est l'allongement graduel du segment court. Alors, c'est plus qu'une opération. C'est un véritable programme d'allongement de longue durée. L'allongement osseux, c'est une chirurgie très lourde. Et plus l'allongement est important, plus il y a risque de complications. Et l'allongement doit se faire sur un axe stable, et sur un membre stable et bien axé. Et l'allongement peut être réalisé par deux moyens d'ostéosynthèse, soit par un fixateur externe, soit par un enclouage centromodulaire. Le fixateur externe. L'intervention consiste à réaliser une ostéotomie, mais plus précisément une corticotomie du fémur ou du tibia, puis de l'allonger progressivement par distraction. Une fois la longueur voulue atteinte, il faut attendre la consolidation osseuse. Alors, quel moyen de l'orthofixe, d'accord? Et le matériel d'Ilizarov. Le seul inconvénient pour le matériel d'Ilizarov, c'est son encombrement au niveau du segment fémoral. Et je vais insister un petit peu sur l'appareil d'Ilizarov parce que c'est ce qu'on utilise le plus à notre niveau, mais on l'utilise surtout chez l'adulte. Alors, le concept de l'ostéogenèse en distraction et l'utilisation d'une ostéosynthèse stable et élastique sont les deux grandes idées mises en avant par M. Ilizarov. C'est pour permettre la consolidation osseuse. Et l'appareil d'Ilizarov, son avantage, c'est qu'il s'adapte à tous les cas cliniques, quelle que soit la brièveté des segments osseux et quelles que soient les conditions anatomiques. La corticotomie est en zone métaphysaire le plus souvent. Des broches sont mises de 15 à 18 centièmes de millimètre, dont la divergence se rapproche de 90 degrés, et elle est au maximum de ce qu'autorise l'anatomie, et elles sont mises en tension. Le montage de base comprend au minimum 3 anneaux. Et ne pas oublier l'ostéotomie oblique du tiers moyen et tiers distal du fibula. Voici le montage. Donc ça, c'est des broches. Des broches à 90 degrés, des tiges filetées. Ça, c'est le tenseur des broches. Et le montage comprend minimum 3 anneaux. Alors, quelles sont les recommandations de la méthode d'Ilizarov? Il faut que l'ostéotomie doit respecter le périos et la vascularisation endomyéliaire. Il faut que l'ostéosynthèse soit stable et élastique. Le début de l'allongement débute au 5e, 6e jour. Il faut respecter la vitesse et le rythme de l'allongement et la conservation de la fonction par reprise précoce de la mobilité articulaire et de les 5 recommandations si on utilise la méthode d'Ilizarov. Alors, l'allongement osseux se fait généralement en 3 phases. La phase de latence, l'allongement est débuté après une latence de 5 à 6 jours, le temps que l'hématome supérieur évolue en cal fibreux. La phase de distraction est assurée par le matériel de synthèse à un rythme de 1 mm par jour en 4 manipulations.
Et la phase de consolidation, c'est l'index de guérison ou l'index de consolidation, il est en moyenne de 1 mois pour 1 cm d'allongement. Donc j'ai quelques cas iconographiques, surtout chez l'adulte, parce qu'on l'utilise surtout chez l'adulte. Le premier cas, donc, c'est un monsieur âgé de 25 ans avec une inégalité de 4 cm du côté gauche. Donc on a procédé à un allongement du membre et un indice de guérison, il était à 25 jours pour 1 cm. Corticotomie, allongement. Voilà, on a les deux membres qui sont égaux. Consolidation de régénérat acquise. Et voilà, après ablation du matériel, et l'indice de guérison était à 25 jours par centimètre. Le deuxième cas, c'est une dame de 35 ans avec une inégalité de 5 cm, c'est qu'il y a du traumatisme du cartilage de conjugaison pendant l'enfance au niveau du genou. L'indice de guérison était à 35 jours pour 1 cm. Voilà, on a mis des cales sur les pieds. Distraction. Et voilà le régénérat osseux. Troisième cas, un monsieur de 32 ans. Le problème siégé au niveau de la diaphyse fémorale, un lourd antécédent au niveau de sa diaphyse fémorale, pseudarthrose septique, ablation, débricolage, greffe. Donc, il a terminé avec une inégalité de longueur de 5 cm. Donc, on a procédé à une méthode d'Ilizarov, distraction. Donc, on a obtenu les 5 cm. Et l'indice de guérison était à 35 jours par centimètre. Aucune complication. Alors, le deuxième type de fixateur externe, c'est le fixateur externe hexabodal, type Taylor Spatial Frame, TSF. Les principes de fixation sont les mêmes que pour les fixateurs d'Ilizarov. Son originalité repose sur l'existence de 6 vérins télescopiques qui sont gradués. Et on peut l'utiliser même sur la diaphyse fémorale. La manipulation quotidienne des vérins pour obtenir la correction voulue est déterminée grâce à l'utilisation d'un logiciel informatique. Alors, le deuxième type d'ostéosynthèse, c'est les enclouages centromédulaires chez l'adulte. Les systèmes d'allongement centromédulaire des membres comprennent des systèmes mécaniques, comme le clou albizien et le clou ISKD, mais également, actuellement, il y a des systèmes motorisés avec les clous Fitbone. C'est l'équipe de Toulouse, pour la première fois placée en 2017. Donc, les enclouages d'allongement sont utilisés chez l'adulte. Il faut que le segment osseux soit bien axé et d'une largeur suffisante. C'est une méthode qui est fiable, reproductible et confortable pour le patient. Quelques images prises de CHU Toulouse. Voilà. Voilà. Alors, la troisième méthode, c'est le raccourcissement immédiat. Le raccourcissement immédiat est pour le patient la méthode la plus simple et la plus rapide, aussi du point de vue de la réhabilitation, mais associée à une diminution de la taille adulte. Et c'est une intervention qui se fait sur le segment qui est sain. Le montage est assuré par soit un clou verrouillé ou une plaque verrouillée. Alors, en conclusion, devant une inégalité de longueur de membre inférieur, il faut poser le diagnostic et le degré de sévérité. Chez un enfant en pleine croissance, il faut ne pas oublier l'âge osseux et l'âge chronologique chez l'enfant. Deuxième question, l'étiologie. Il faut poser le diagnostic d'une inégalité constitutionnelle. Et il y a des étiologies congénitales et des étiologies acquises. Puis, il faut faire un bilan final et un pronostic de cette inégalité. Donc, se référer aux courbes de croissance de Green et Anderson. Ces courbes sont à la base de la plupart des méthodes utilisées. Il y a plusieurs méthodes. Et ne pas oublier de calculer le pourcentage d'inégalité entre segments courts et segments longs. Et enfin, choisir une méthode thérapeutique. Chez l'adulte, c'est simple. Une égalité entre 1 et 2 cm, c'est semelle de compensation. Plus de 3 cm, il faut un programme d'allongement. Et voir l'étiologie, bien sûr. Chez l'enfant, une égalité entre 1 et 2 cm. Le traitement sera d'abord conservateur par une semelle et de la physiothérapie. Même traitement pour une inégalité même plus importante jusqu'à 6 cm avant la puberté. Donc, à la puberté, une inégalité entre 3 et 5 cm évalue l'indication à une épiphysiodèse.
quel que soit l'âge, si on a une inégalité qui dépasse les 5 à 6 cm, un plan de traitement chirurgical doit alors être établi en tenant compte de l'étiologie, du pronostic de la taille adulte et du contexte social et des exigences. Donc, et devant, surtout, il faut rester raisonnable, surtout devant des grandes inégalités, surtout malformatives. Et je termine ma présentation avec ces diapos de ma ville natale, Tlemcen, et je vous remercie.